Bienvenue pour cette exploration d'un vrai mystère maritime. La disparition soudaine, en décembre 1900, des 3 gardiens du phare d'Ian Moore. C'est au large de l'Écosse. Ah oui, une histoire assez incroyable. Un lieu isolé, vraiment battu par les vents, une découverte troublante, et puis plus aucune trace des hommes, volatilisés. Alors pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va se pencher sur ce qu'on a. Euh, les rapports officiels, ceux du Northern Lighthouse Board, Oui, le NLB. voilà, des articles de journaux de l'époque aussi, des analyses plus récentes, et même, bon, ce qui se dit parfois en ligne. L'idée, c'est de démêler un peu le vrai du faux, quoi. C'est ça. Distinguer les faits des ajouts, des légendes. Et comprendre pourquoi ça nous fascine encore, plus d'un siècle après. Allez, on y va d'abord le contexte. Ilian Moore, c'est une île des Hébrides extérieures. Pas vraiment accueillant, hein, des falaises abruptes, genre 45 mètres, Isolé. très isolées. Et le phare, il était tout neuf à l'époque, conçu par David Allen Stevenson. Dedans, 3 hommes, James Ducat, Thomas Marshall, et puis Donald MacArthur, qui était là en remplacement occasionnel. Le premier truc bizarre, ça remonte au 15 décembre 1900. À vapeur, l'Ulster qui passe au large et qui note que le phare est éteint. En plein mauvais temps en plus. Exactement. L'info est transmise, mais bon, avec la météo déchaînée, le bateau de relève, l'Hespérus, il n'arrive que le 26 décembre. 10 jours plus tard quasiment. Voilà. Et là, pas de drapeau hissé, personne sur le débarcadère, les caisses de provisions pas prêtes comme d'habitude. Ils essaient la sirène, une fusée, rien. Silence radio. L'angoisse commence à monter, j'imagine. Carrément. Joseph Moore, le gardien qui devait prendre la relève, il débarque. Il trouve la porte d'entrée fermée, la porte principale du phare fermée aussi. À l'intérieur, aucune suite. Les lits sont défaits, une horloge est arrêtée. Mais, paradoxalement, les lampes du phare, elles, sont nickel. Nettoyées, remplies, prêtes à servir. Et le détail clé, vraiment, il manque un seul ciré sur les 3. Ah oui, ça c'est important. Ça suggère que 2 hommes sont sortis sans protection. Exactement. Et la cuisine alors? Là, les versions divergent un peu. Il y a cette image très forte de la table mise, du repas pas touché, Oui, ça on l'entend souvent. mais ça vient probablement plus de la fiction d'un poème. Le rapport initial de Moore, lui, il décrit une cuisine plutôt en ordre, ce qui indiquerait que l'incident ait eu lieu après le dernier repas. D'accord, donc pas forcément une interruption soudaine pendant le dîner. Alors, l'enquête officielle, elle démarre vite, le 29 décembre. C'est Robert Muirhead qui s'en charge, le superintendant du NLB. Et il connaissait bien les disparus. Ça a dû le toucher personnellement. Oui, certainement. Il examine tout très attentivement. Et il note des dégâts importants sur le débarcadère ouest. C'est pas rien, hein. Une grosse caisse avec des cordages arrachés, alors qu'elle était à 34 mètres au-dessus du niveau de la mer. 34 mètres, c'est énorme. Énorme. Des rambardes en fer tordus, un rocher déplacé. Et le point crucial, c'est que ces dégâts y sont notés dans le journal de bord avant la date présumée de la disparition. Ah, d'accord. Donc la tempête avait déjà frappé fort avant. C'est ça. Du coup, sa conclusion à Muirhead, elle se base là-dessus et sur le ciré manquant. Pour lui, Ducat et Marshall sont descendus sécuriser ce matériel pendant une accalmie, peut-être le 15 décembre, et MacArthur les aurait rejoints, un peu à la hâte. Sans son ciré. Voilà. Et en plus, en laissant le phare sans surveillance, ce qui était contre les règles. Et c'est à ce moment-là, selon Muirhead, qu'une vague absolument énorme, ce qu'il appelle un extra large sea, les a tous balayés. D'accord. La fameuse vague scélérate. C'est donc ça l'explication officielle. Mais on entend souvent parler d'autre chose, ce journal de bord terrifiant, la panique. Oui, et là, attention, c'est vraiment là qu'il faut faire le tri. Ces entrées de journal qui décrivent la tempête apocalyptique, Ducat mutique, MacArthur en larmes, les prières. Oui. Aujourd'hui, on considère que c'est une invention, une fiction ajoutée après coup, popularisée sans doute par un poème de Wilfrid Wilson Gibson. Les recherches sérieuses, comme celle de Mike Dash, le montrent bien, il n'y a aucune trace de ça dans les rapports initiaux du NLB. D'accord. Donc pas de journal intime dramatique. Non, et pareil pour la chaise renversée ou le repas froid sur la table. Des images très fortes, très cinématographiques presque, mais qui ne viennent pas des premières constatations de Moore ou Muirhead. Bon. Si on met de côté ces éléments un peu romancés, il reste la théorie de la vague. Mais est-ce que ça tient vraiment la route? 3 hommes expérimentés qui se font surprendre comme ça.
surtout si les dégâts dataient d'avant. Mais c'est reste quand même l'explication, disons, la plus cohérente avec les indices matériels. Surtout ces dégâts à une hauteur pareille. Seule une vague vraiment exceptionnelle peut être amplifiée par la géographie de l'île, ces failles rocheuses qu'on appelle géos, Ah oui, hein? pourrait expliquer ça. Et puis il y a peut-être un facteur humain. Un chercheur, James Louvre, a trouvé que Marshall, l'un des gardiens, avait déjà été réprimandé pour du matériel perdu à cause du mauvais temps. D'accord. Donc peut-être la peur d'une nouvelle amende, ça les a poussés à prendre un risque pour aller sécuriser cette caisse de cordage. Et ça expliquerait pourquoi MacArthur serait sorti en urgence, sans son ciré, pour aider ou prévenir. Et les autres pistes? On a parfois parlé d'accidents ou même de disputes qui auraient mal tourné. Et on a évoqué ça. Un accident en chaîne, un qui tombe à l'eau, les autres essayent de le sauver et y passent aussi. C'est une théorie d'un ancien gardien, Walter Aldebert. Ou alors, oui, une dispute. MacArthur était apparemment décrit comme assez colérique. Une altercation près du bord de la falaise. C'est l'hypothèse de Keith McCloskey. Mais bon, franchement, contrairement à la vague et aux dégâts constatés, pour ces scénarios-là, on manque de preuves concrètes, quoi. Ça reste spéculatif. Et je suppose qu'on passe sur les théories extraterrestres ou les monstres marins? Oui, bon, ça montre surtout à quel point l'imagination peut s'emballer quand il y a un vide. Et c'est justement ça, je crois, qui fait tenir le mystère. Ce vide absolu, pas de corps, jamais retrouvé, l'isolement total de l'endroit, et ce contraste saisissant entre l'intérieur du phare, comme figé dans le temps, l'horloge arrêtée, les lits, et la violence qu'on imagine dehors. Donc au final, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée dans l'affaire des Flannan Isles? 3 hommes expérimentés disparus, une explication officielle, la vague, qui est rationnelle, basée sur des indices. Mais qui ne sera jamais une certitude absolue, il faut 2 corps. C'est ça. Exactement. Et c'est une illustration parfaite de de notre rapport à l'incertain, en fait, face à quelque chose qu'on n'explique pas complètement, surtout dans un décor aussi puissant, aussi isolé. L'esprit humain, il a besoin de combler les trous, de raconter une histoire. Oui. Les Flannan Isles, c'est devenu un terrain de jeu pour l'imagination. Ça montre bien comment des faits réels mais troublants peuvent être vite enrobés de fiction, qui est parfois plus séduisante que la réalité probable. Et si cette histoire nous fascine toujours autant, plus d'un siècle après, c'est peut-être justement parce qu'elle nous renvoie à ça, à la force brute de la nature, notre propre fragilité. Et la question qui reste, c'est pas seulement qu'est-ce qui leur est arrivé, mais peut-être aussi comment notre esprit réagit-il face au vide quand la réponse claire nous échappe. Une réflexion à méditer.